Ok. Alors ça, c'est le plan du cours de MTU. Donc, il faut le prendre en note. D'accord? Donc ça, c'est les chapitres qui seront étudiés dans le cadre de ce module. C'est un module qui est moins lourd que les autres, mais quand même, il faut quand même avoir des connaissances. Aussi, on fera ensemble des quiz et normalement, dans quelques semaines, on devra accéder à la plateforme Moodle. Ok? Donc ça aussi, c'est... vous avez reçu une carte 5G, c'est ça, Inouï? Pas encore? Vous allez avoir une adresse institutionnelle. Vous l'avez reçue ou pas encore? Oui. Ça aussi, c'est avec ça que vous allez accéder à la plateforme, parce que la plateforme ne va accepter que les étudiants qui ont leur email institutionnel. Okay, pour éviter qu'il y ait d'autres personnes, des intrus qui entrent sur le... voilà, il faut avoir son email institutionnel. Pareil, pour le site, je vais déposer des quiz, donc entrez avec votre email, soit Gmail, mais je préférais institutionnel, comme ça je pourrais faire la liste. D'accord? Comme ça, si je dépose un quiz sur pour la matière MTU, j'aurai la liste des étudiants. Ça sera vous serez opérationnel. Donc, il y a une partie du cours qui sera en présentiel et l'autre partie à distance via la plateforme Moodle, en espérant qu'il nous donne cette plateforme le plus rapidement possible. Alors, premier chapitre, on va étudier la vie à l'université. Donc, je suis là pour vous donner un certain nombre d'informations, de vous donner des astuces pour faciliter votre intégration au sein de l'université. Dans le deuxième chapitre, on va voir ensemble les techniques d'apprentissage. Alors, mais c'est des techniques d'apprentissage qui sont liées au droit. Donc, c'est tout ce qui concerne la méthodologie. On va travailler sur la prise de notes. Ce que je vois de moins en moins d'étudiants, d'année en année, qui me prennent des notes. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Ok, à l'université, vous prenez pas des notes. Mais après, quand vous allez travailler, vous allez faire comment? Vous allez avoir une réunion. Vous faites partie du département juridique. Vous avez une réunion avec un client, vous devez cerner les grandes lignes pour faire un contrat. Vous allez arriver là-bas sans notes, sans rien. Donc, il faut apprendre à faire de la prise de notes. Cette prise de notes, elle est valable pour vos cours, mais aussi elle est valable pour quoi? Pour votre avenir professionnel. Si vous êtes avocat, il y a un client qui vient, il commence à vous raconter sa vie, bien évidemment, vous allez prendre des notes. Et puis, comme vous allez être habitué, vous allez enlever ce qui est inutile, ce qui relève du factuel, les histoires. Et vous allez prendre l'essentiel. D'accord? Donc, les techniques pour l'apprentissage, donc les méthodes pour apprendre son cours. Est-ce que je l'apprends par cœur? Est-ce que je vais utiliser des techniques de mémorisation avec des couleurs? Est-ce que je vais faire des codes couleurs? Par exemple, pour dire, voilà, si je veux apprendre la jurisprudence, je vais la mettre en vert. Si je veux apprendre les idées, je vais les mettre en orange. Il y a des techniques. Parce que le droit, c'est énormément de mémorisation. On ne vous demande pas d'apprendre tout par cœur. On vous demande d'apprendre certaines choses. Aussi, il y a un certain nombre de raisonnements à apprendre. Les types de raisonnements, vous allez en avoir besoin parce que c'est le propre du juriste, c'est de raisonner. Il y a un certain nombre de raisonnements, il y en a plein. Raisonnements à contrario, plein de types de raisonnements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le début pour argumenter. Et on va voir aussi que dans des parcours, il y a ceux qui ont choisi, par exemple, parcours des métiers du droit et de la justice. En S6, c'était un dernier module qui est nouveau, qui n'existait pas. On va le voir tout à l'heure. Il s'appelle un cours sur la plaidoirie. Ça aussi, on demande à l'étudiant de savoir argumenter, présenter ses idées et surtout les défendre en S6. Donc, c'est pour ça que c'est une nouveauté. On révolutionne la licence. Donc, toutes les techniques d'apprentissage. On va voir également dans le troisième chapitre les techniques de recherche de l'information. Alors, est-ce que vous allez à la bibliothèque? Non. Il y en a qui disent oui, il y en a.
Alors, avant, nous n'avions pas Internet comme ça avec des revues disponibles en ligne. Il n'y avait pas tout ça, tous les blogs et tout. Donc, nous, on passait notre vie à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, c'était des juristes classeurs à l'époque à Paris. Et chaque juriste classeur, en fait, il y avait un juriste classeur, c'était l'annuaire. Tu devais chercher le numéro et après, tu devais courir dans la bibliothèque pour essayer de le trouver. Et c'était pareil pour les revues. D'accord? Les revues, il fallait avoir la bonne référence. Si tu n'avais pas la bonne référence, tu ne pouvais pas trouver l'article, tu ne pouvais pas trouver l'arrêt. Il y avait des arrêts qui étaient publiés, puis des arrêts qui n'étaient pas publiés. Et c'était vraiment difficile. Maintenant, vraiment, vous avez tout à portée de main et vous avez l'information à côté de vous. Et même si l'information, vous l'avez devant vous, après, il faut savoir comment l'exploiter. Comment différencier la bonne information de la mauvaise information? Il y a des sites internet, c'est des blogs. Des fois, c'est des étudiants. Par exemple, aussi, je voulais vous dire quelque chose. Les polycopes que vous achetez. Vous savez, c'est les polycopes de qui? Non. Alors, il y a des profs qui donnent leurs polycopes. Donc, à ce moment-là, tu es sûr d'avoir le cours. Sinon, tu as des profs qui ne font pas de polycope. Il y a un étudiant, comme ce charmant jeune homme qui est là, qui n'a pas l'ordinateur. Lui, il va être sérieux, il va le faire correctement. Puis il y en a d'autres qui vont bâcler. Et ils vont prendre juste l'essentiel, ou ils vont tronquer le cours. Il y aura une partie qui ne sera pas là, qui sera absente. Puis le jour où il n'est pas là, la personne qui a l'ordinateur, il n'y a pas de cours. Et c'est pour ça que vous retrouvez des étudiants avec des polycopes qui se trimballent, qui ont 20 pages. Et qui bosse sur ses polycopes et le jour de l'examen, il dit « Ouais, mais ça, c'était pas dans le cours. » Donc oui, il faut faire attention sur les polycopes et il n'y a pas... Je crois que c'était au début du mois de septembre, c'était un master. Les étudiants de master, je leur ai donné mon site internet, je leur ai dit « Voilà, pas de polycope, c'est gratuit, vous allez sur le site internet, il y a tout le cours. » Il y a quelqu'un qui leur a lancé sur WhatsApp le cours en PDF. Il s'avérait que c'était une moitié de cours. Il me manquait 50% du cours. Donc, quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas appris la partie du cours. Ils m'ont dit, madame, ça, c'était pas dans le cours. Donc, je leur avais fait le cours en présentiel. Je leur avais donné le cours sur Internet. C'était gratuit. Je lui dis, t'as de la connexion? Elle me dit, oui, j'ai de la connexion. Bah alors, pourquoi tu lis pas le cours? Et donc, voilà. Et ils avaient la moitié du cours disponible. Donc, faire attention au cours, parce que c'est sur ça que vous allez être noté à l'examen. D'accord? Donc, la note va venir du cours. Donc, c'est pour ça que c'est important de reprendre, d'assister au cours et de prendre des notes. Et donc, d'où l'importance d'acquérir des techniques pour la prise de notes. Donc, la recherche, l'information, on va voir ensemble qu'avec votre email institutionnel, vous avez accès à des bases de données qui relèvent du Centre national de la recherche, le CNRST, et ce sont des revues de l'IMIST. Vous allez avoir un lien, on va le voir ensemble. Je vais vous montrer comment accéder aux e-ressources. Donc, vous avez des revues en ligne, vous avez des ouvrages, et tout ça, c'est disponible gratuitement du fait que vous êtes étudiant et vous avez cette adresse institutionnelle. Dans le quatrième chapitre, on va travailler sur les techniques de traitement de l'information. Donc, je vais avoir accès à des informations, je vais avoir plein d'informations, mais le problème, est-ce que cette information, je peux l'utiliser? Si je l'utilise, de quelle manière? Aussi, vous êtes ceux qui étaient dans l'ancien système et qui passent dans le nouveau système, se sont rendus compte qu'en S6, il n'y a plus de PFE. Alors, le PFE, c'était un projet de fin d'études. C'est une sorte de mini-mémoire que l'étudiant en S6 rédige et qui compte, qui est noté et qui compte à la fin comme la note d'un module. Donc, ce PFE disparaît et en même temps disparaît le début de recherche, d'initiation à la recherche que pourrait faire un étudiant en licence. Donc, on lui apprenait quand tu encadres un étudiant dans le PFE, tu lui apprends à rédiger par lui-même. Tu lui donnes aussi les techniques de traitement de l'information
Il y a des informations que tu peux utiliser, par exemple ce qui relève des revues académiques. On va voir qu'il y a des sites sur Internet pour récupérer des articles scientifiques gratuitement. Il y a des trucs que tu peux pas utiliser, tout ce qui relève des blogs. D'accord? Vous avez aussi des forums. Tout ça, c'est pas possible. Facebook, c'est pas... J'ai vu une étudiante en master qui m'a mis dans son mémoire un lien Facebook. Et Facebook, c'est pas une revue scientifique, c'est pas une encyclopédie, c'est pas un ouvrage. On va voir que la documentation, elle est classée. Et il faut faire attention comment on l'utilise aussi. C'est-à-dire que quand je vais utiliser un ouvrage, je vais prendre le paragraphe et je vais le mettre à l'intérieur de mon travail. Je dois respecter des normes, je dois respecter la déontologie, je dois respecter aussi l'éthique intellectuelle. C'est-à-dire qu'un professeur, quand il a écrit quelque chose et qu'il l'a mis à disposition, la moindre des choses, c'est de le citer. D'accord? C'est le système des citations. Et puis, quand je veux reprendre son idée, eh ben, je vais reformuler. Mais quand je vais le reformuler, il faut bien évidemment que je cite l'auteur. Donc ça aussi, c'est dans la partie technique de traitement de l'information. Donc voilà, c'est vraiment un cours qui est diversifié. Vous allez avoir vraiment beaucoup d'outils pour essayer de réussir, pour réussir votre licence, normalement. D'accord? Alors, dans le cadre de ce chapitre 1 sur l'étudiant, en quelque sorte, dans son environnement qui est l'université, il faut qu'on zoome. D'accord? Là, vous êtes à l'université Ibn Tufayl de Kénitra. On revient sur tout le royaume. Là, j'ai mis les universités marocaines publiques. Mais le Maroc compte aussi des universités privées, type l'UR. Exactement. Vous avez qui encore? Akhawayn. L'IUC de Casablanca, Euromed, pardon, le NCG? Non, c'est toi t'as dit? Non. Vous avez beaucoup d'universités privées. Vous avez l'université privée de Agadir, le PM de Marrakech, d'accord? Mais je ne les ai pas entrés dans les universités, mais ils entrent dans les universités dans la mesure où leur diplôme est reconnu par l'État. Donc, quelqu'un qui obtient sa licence dans une université privée, par exemple à Euromed, eh ben, il a une licence qui est équivalente à celle d'un étudiant à l'université d'Ibn Tufayl. Depuis 2016, il y a eu une vague de reconnaissance des universités privées. Donc, les diplômes sont reconnus, ça veut dire qu'ils sont considérés comme équivalents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de passer par la procédure d'équivalence au niveau du ministère. Alors ça aussi, je voulais voir ce point-là avec vous, parce que si vous obtenez votre licence, vous avez la possibilité de faire votre master à l'étranger. Donc là, vous allez obtenir votre master peut-être à l'étranger, vous voulez revenir ici au Maroc pour faire un doctorat, il faudra demander l'équivalence de votre diplôme. Et donc c'est une procédure qui se fait au niveau du ministère, dans une commission qui réunit des enseignants et des membres du ministère de l'enseignement supérieur, et ils vous donnent l'équivalence, parce que ce n'est pas un diplôme que vous avez obtenu ici au Maroc. Okay. Et pareil, quand vous allez en France, par exemple, ils vont vous dire, voilà, on voudrait que vous fassiez la procédure d'équivalence de votre diplôme. Alors, les universités marocaines, il y a 12 universités marocaines. Donc, la première, c'est l'université Mohamed V de Rabat. Elle est divisée en combien d'universités? En 3 universités. Vous avez l'université Agdal, Souissi, Sla. Exactement. Ensuite, vous avez l'université Hassan II de Casablanca. Elle est divisée en combien? Divisée en 3 aussi. Vous avez la fac d'Yal Taraq Jdida, Ain Chouk et Ain Sbah. Exactement. Très bien. Et Mohammedia aussi. Mohammedia aussi, ça dépend de l'université de Casablanca. Donc, toutes les donc ça fait 4 exactement. Ensuite, vous avez l'université de Fès. Vous avez l'université de Oujda, Marrakech, Meknès, Tétouan,
Jdida. L'université de Jdida, elle est particulière parce que c'est une faculté polydisciplinaire. D'accord? Il y a plein, par exemple pour le droit, il y a plein de... Exactement, il y a plein de départements. En fait, il n'y a pas la faculté de droit, il y a département de droit. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça, comme c'est des petites structures, on leur donne le polydisciplinaire. C'est le cas également à Bni Mellal. Ok. L'université Ibn Tufayl de Kinitra, au niveau de la faculté de droit. Il faut savoir qu'avant, la faculté de droit et la faculté d'économie étaient sous la même coupe. Il y avait un doyen qui était là pour la faculté de droit et la faculté d'économie. En fait, il y avait le département d'économie et il y avait le département de droit. Ils ont scindé les deux il y a 3 ans. Et maintenant, la faculté de droit est totalement indépendante de la faculté d'économie. L'université de Stat et l'université Bni Mellal. Ok, donc là, on a une espèce de culture maintenant de l'université, de savoir combien il y a d'universités au Maroc. Ça aussi, c'est important pour vous si vous voulez changer d'université. On va voir que vous avez la possibilité de vous déplacer à l'issue de votre première année. D'accord? Vous vous rappelez, avant, c'était pas possible de faire des transferts. C'était après la licence, à partir de la deuxième année, c'était pas possible parce que vous avez passé en S5. Les licences n'étaient pas uniformes. D'accord? Il y a des universités qui enseignaient des matières, dans d'autres universités, on ne les enseignait pas. La réforme fait que l'université est totalement uniformisée et donc ça permet cette mobilité. Donc si vos parents déménagent ou si vous êtes contraint de déménager, si vous avez validé votre S1 et votre S2, vous pouvez partir directement en S2, en S3 dans une autre université. Donc ça, c'est la nouveauté issue de la réforme. Alors, les composantes de l'université Ibn Tufayl. Alors, la faculté des sciences juridiques et politiques n'est pas la seule, d'accord? L'université, c'est différent de la faculté. L'université, c'est le regroupement des facultés. Au sein si on regarde l'organigramme au-dessus, vous avez le président de l'université avec les vice-présidents. Qui est le président de l'université Ibn Tufayl? C'est un nouveau président. Non? Des fois, il fait, et vous savez, le vendredi, à partir de 15h, il fait des lives sur Facebook. Oui. Donc, c'est le professeur Kirkeb. Il est nouveau, donc il est arrivé l'année dernière. Voilà. Donc, au-dessus, vous avez l'université. Il y a un président. Il y a des vice-présidents. Exactement. Et donc ça, c'est la structure au niveau de l'université. C'est là où vous avez la présidence. Vous voyez, quand vous arrivez sur la route pour arriver à la faculté, vous avez la présidence. Donc c'est là où il y a le président de l'université et les vice-présidents. Donc l'université Ibn Tufayl elle a plusieurs facultés. La faculté des sciences, la faculté des lettres et des sciences humaines. Et ça a été séparé. Il y a la faculté des sciences humaines et des arts, je crois, ou la fac des arts. Oui, ils ont changé aussi la dénomination et ils se sont séparés en 2 facultés. Je n'ai pas eu l'information, mais je la corrigerai. Vous avez la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences juridiques et politiques. Vous avez l'ENCG, d'accord. Vous avez l'ENSA. L'école supérieure de technologie qui est l'EST et l'école nationale supérieure de chimie. Donc les écoles, à la différence des universités, c'est qu'ils ont un accès... Oui. Ah, exactement, très bien. Il y a une différence entre l'accès ouvert et l'accès régulé. L'université, elle a des établissements qui permettent l'accès ouvert.
Donc, c'est tout ce qui est faculté d'économie, faculté de droit. Okay. Et ensuite, vous avez les accès régulés où il faut passer, il y a une sélection sur dossier, et puis soit il y a un entretien oral ou il y a un concours écrit, ça dépend. D'accord ? Maintenant, au sein de la faculté, donc des sciences juridiques et politiques, il y a le parcours d'excellence. Et le parcours d'excellence, c'est donner un accès régulé dans des filières à accès ouvert. D'accord ? Donc, le parcours d'excellence arrive en S5, S6. Et donc, quand les étudiants arrivent à la fin de S5, à la rentrée de S4, à la rentrée de S5, ils peuvent faire une demande pour accéder au parcours d'excellence. Les écoles, donc, accès régulé sur concours. Alors, la faculté des sciences juridiques et politiques, elle s'articule en 3 cycles. Le cycle où vous êtes actuellement, c'est le cycle de licence. Ensuite, il y a le cycle de master et le cycle de doctorat. Le tout va former ce qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, on est toujours sur le système LMD, même s'il y a 2 ans, il était prévu de faire une réforme appelée le bachelor. Vous l'avez entendu, cette réforme du bachelor ? Il était prévu d'avoir une licence en 4 ans sur le modèle anglo-saxon. Ils ont un premier cycle qui est sur 4 ans et puis un master qui est sur 1 année. Le nouveau ministre de l'enseignement supérieur a opté pour le système LMD. Enfin, c'est pas qu'il a opté, c'est qu'il est resté dans le système LMD qui était disponible avant. La vérité que c'est un avantage. Je le dis tout le temps, c'est que les étudiants en filière de droit en langue française, ils sont hyper avantagés sur ça. Parce que quand vous faites du droit en langue française, vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Vous pouvez faire vos études au Maroc, vous pouvez continuer en France, au Québec, en Belgique, en Suisse, dans tous les pays francophones. Ou des pays qui ont des universités francophones. Et j'ai eu des étudiants qui ont continué leur cursus au Canada et ça se passe très bien. Vous avez aussi la chance cette année d'avoir un module d'anglais. Et je vous invite à vraiment bosser votre anglais. Comme ça, vous pouvez partir aussi dans les pays anglophones. Ça, c'est un avantage de faire le droit en langue française. C'est la possibilité de poursuivre ailleurs. Également, vous avez le droit de rentrer dans les programmes Erasmus+. Chaque année, l'université, elle reçoit en fait des places pour que les étudiants puissent poursuivre dans des universités européennes. Et j'ai des étudiants qui ont fait un semestre en Espagne, à l'université de Granada, d'autres qui ont été acceptés même en Finlande en Erasmus. Donc voilà. C'est vrai que c'est une filière qui peut paraître difficile, le droit en langue française, mais elle ouvre énormément d'opportunités. Donc ça, c'est pour le cycle de licence. Aussi, donc vous allez voir que chaque module que vous avez est relié à ce qu'on appelle un nombre de crédits. Donc chaque module, c'est un nombre de crédits. Les crédits vont de 3 à 5. Et pour permettre cette mobilité à l'international, vous avez le système des crédits. Pour valider son semestre, il faut valider 30 crédits. Pour valider une année, 60. Pour valider sa licence, 180 crédits. Et le système de crédit se poursuit également en master. En master également, il y a le système de crédit normalement. Donc, quand vous avez obtenu les 180 crédits, vous avez le même nombre de crédits qu'un étudiant qui a obtenu sa licence à Paris. Donc, vous comprenez maintenant l'intérêt du système LMD et aussi de pouvoir permettre aux étudiants de bouger et de poursuivre leurs études après la licence en master dans d'autres pays. Alors, la faculté de Kénitra dispose d'un master en droit. C'est un master de droit privé, en espérant qu'ils ouvrent un master de droit public. Donc, le master s'appelle contentieux des affaires, mais il se peut qu'à l'avenir, un autre master ouvre.
Donc, master contentieux des affaires, c'est un master qui mêle la procédure et le droit des affaires. Les étudiants m'ont posé la question, et si je fais par exemple les métiers du droit et de la justice, est-ce que je peux intégrer le master contentieux des affaires? Oui. D'accord? Donc ça reste un parcours de droit privé et ça n'entache en rien la possibilité de rentrer dans le master contentieux des affaires. On va passer au cycle de doctorat. Donc là, vous avez obtenu votre licence, vous avez obtenu votre master, vous arrivez à l'étape du doctorat. Qu'est-ce qu'un doctorat? Pourquoi on fait un doctorat? Eh bien, c'est des étudiants qui, à l'issue du master, se sont dit, voilà, je sens que je suis fait pour la recherche. Ils découvrent cette passion pour la recherche déjà quand ils font leur PFE. Maintenant, malheureusement, il n'y a plus de PFE. Mais quand ils font leur master, ils font un mémoire. Et donc, un mémoire, c'est un peu plus étoffé qu'un PFE. Un PFE, ça doit faire une trentaine de pages. Un mémoire de master, vous êtes à 60-70 pages. Et c'est là où il découvre, il dit, bah voilà, je sens que je suis fait pour faire de la recherche. Et donc, il se lance dans les études de doctorat. Vous choisissez un encadrant, vous choisissez un thème de recherche et vous avez 3 ans pour rédiger votre thèse. Donc, vous avez 3 ans de vie solitaire à faire votre travail de recherche. Et à la suite de ce travail de recherche, vous allez soutenir votre thèse devant un jury et vous allez obtenir le grade de docteur. Le grade de docteur va vous permettre de postuler pour devenir enseignant-chercheur, un professeur universitaire, ou vous pouvez avoir aussi, vous pouvez travailler dans le privé avec votre doctorat. J'ai énormément d'amis qui ont des thèses de doctorat en droit et qui sont des directeurs juridiques, des avocats. Donc, c'est pas forcément la voie royale du doctorat après, c'est pas forcément l'enseignement. C'est même prestigieux d'être avocat et d'avoir le titre de docteur. Ok, pareil pour les directeurs juridiques, ça donne un plus. Et puis, quand vous êtes docteur, vous pouvez être sollicité pour enseigner en master. Et ça, c'est très valorisant parce qu'on trouve des fois des avocats qui nous disent, oui, voilà, j'ai envie d'enseigner en master, ça me passionne. Donc, ça aussi, si ça vous intéresse, le cycle de doctorat, c'est à l'issue de l'obtention de votre master. Pour la filière en droit en langue arabe, ils ont 7 masters. D'accord? Ça va du droit public jusqu'au droit foncier. Ok. Alors, on va reprendre, pour ceux qui n'étaient pas là, qui sont la majorité, la nouvelle architecture de la filière de licence en droit en langue française. Donc ça, c'est les parcours. Donc il y a 4 parcours et il y a 2 filières. Donc il y a 2 filières. Il y a une filière de droit public et une filière de droit privé. À l'intérieur de ces filières, vous avez 2 parcours. On va commencer par la filière de droit public. Qui a choisi la filière de droit public? Levez la main. C'est bien. Est-ce que vous avez déjà commencé, vous êtes toujours ensemble maintenant, vous avez des cours en trou commun. Il n'y a pas de spécialité maintenant en S1. Vous êtes tous ensemble, que ce soit filière de droit public ou de droit privé, vous êtes tous ensemble. À partir du S2, c'est là où on va avoir des cours un peu différents, exactement. Aussi, je voulais voir avec vous le système des passerelles, où je pense que je parlerai de ça plus tard. Je parlerai des filières plus tard. Alors, le semestre 1, c'est un semestre tronc commun. Ça veut dire que les étudiants de la filière de droit public ou droit privé, ils auront les mêmes matières. L'introduction à l'étude du droit, que vous avez eu cet après-midi, cours essentiel, d'accord. L'introduction à l'étude du droit musulman. Vous avez commencé? Pas encore. Demain? Ok. L'introduction à l'économie et à la gestion. Pas encore. Théorie générale du droit constitutionnel. Vous avez déjà commencé? La semaine dernière. Ok.
L'introduction à la science politique, pas encore. Méthodologie du travail universitaire, on a déjà commencé depuis la semaine dernière. Donc ça, c'est les matières qui sont... c'est les matières, je vais dire, essentielles du droit. Si vous ne faites pas ces matières, vous ne pouvez pas être un vrai juriste. Donc, pour les étudiants qui sont privatistes, ils vont commencer à sentir que la théorie générale du droit constite, c'est pas trop pour eux. Et ceux qui sont un peu privatistes et ceux qui sont publicistes, ils vont voir qu'un peu l'étude du droit avec le droit commun, c'est pas trop pour eux. Donc c'est à partir de là qu'on commence à sentir ces affinités, ce qu'on aime dans le droit et ce qu'on n'aime pas. C'est comme les scientifiques, les littéraires, même si j'aime pas trop ça, ce cloisonnement. Mais vous savez très bien, le droit, il aime les classifications, donc on fait ces classifications-là pour avoir une espèce d'ordre dans la tête. Mais si on fait de la recherche et on va un peu plus loin, on va voir que de moins en moins la séparation droit public, droit privé est apparente. D'accord ? Donc vous avez des matières qui seront plus faciles pour vous en fonction de la filière que vous avez choisie. Et puis des matières de découverte. Par exemple, les étudiants qui ont choisi la filière de droit public, ils ont les grands systèmes constitutionnels. Par contre, les gens qui ont choisi la filière de droit privé, ils vont avoir le droit commercial fondamental. D'accord ? Donc là, on commence à avoir des différences sur le contenu du cours. Et sinon, le reste, on est pareil. Le droit pénal, pareil. L'introduction au droit administratif et à l'organisation administrative, c'est pareil. Mais on commence à avoir une distinction avec le module de droit commercial et l'autre module qui est les grands systèmes constitutionnels. À l'issue de la première année, oui? Est-ce que vous avez une question? À l'issue de la première année, si vous ne voulez pas rester dans votre filière, c'est par exemple vous êtes privatiste et vous voulez aller en filière de droit public. Et inversement, vous avez tout à fait le droit. Donc il y a un système de passerelle. Donc ce que vous avez choisi, les choix que vous avez faits maintenant, ce n'est pas des choix définitifs. Vous avez la possibilité de changer, d'où les mécanismes de passerelle. Donc c'est pour ça qu'en première année, les matières sont communes entre la filière de droit public et droit privé. Je vous parle de l'ancien système. Le système avant la réforme, donc actuel, il y avait un tronc commun de S1 jusqu'à S4. La spécialisation arrivait à partir de S5. Soit on était dans le parcours de droit public, soit parcours de droit privé. Là, avec la réforme, on a une spécialisation à partir du S2 avec un module. Et après, évidemment, S3, S4, il y a une différence entre la filière de droit public et la filière de droit privé. Mais au sein des filières, il y a deux parcours. On va revenir au droit public. À partir de S3 et S4, vous avez des matières que n'ont pas également les privatistes. Mais vous avez des matières quand même de droit privé. Droit de la famille. Droit social. Le droit social, c'est quoi? C'est le droit du travail. C'est le droit du travail. Mais pour vous, alors, je vais essayer de faire un curseur. Normalement, quand on fait des études, par exemple en droit administratif, vous allez avoir un module qui concerne, voilà, exactement la fonction publique. Parce que les gens qui travaillent dans l'administration et qui ont le statut de fonctionnaire. Parce que je peux travailler au sein de l'administration et être un salarié, ce qu'on appelle les contractuels du service public. D'accord? Et là, je serai sous le régime du droit du travail. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la frontière droit public et droit privé, elle est plus si claire que ça. Donc, vous avez la fonction publique
Mais vous étudiez et ils vont étudier, ceux qui ont choisi études administratives, le droit social, le droit de la famille. Surtout qu'en ce moment, le droit de la famille, il fait l'objet de quoi? Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Le code de la famille, il a changé ou il n'a pas encore changé? Ils ont soumis des idées. Est-ce qu'il y a un projet de loi? Non, il n'y a rien. Donc là aussi, je vous initie à l'information exacte. Vous êtes des juristes, donc vous devez avoir la bonne information. Premièrement, il n'y a pas de réforme encore. Deuxièmement, il n'y a pas un projet de loi. Genre, le secrétariat général du gouvernement, il n'a pas quelque chose pour dire, voilà, il y a la réforme du code de la famille. Par contre, il y a un projet qui va être initié en concertation avec plusieurs entités, avec aussi l'intervention d'associations, d'avocats, de chercheurs. Donc, on demande à toutes ces personnes de s'impliquer pour travailler sur la mise en place d'une réforme du droit de la famille. Mais il n'y a pas encore de réforme. Et tout ce que vous voyez sur Internet, c'est faux. Toutes les vidéos qui disent « Ouais, l'homme, il n'aura rien du tout, il va se retrouver à la rue, c'est pas la peine de vous marier, et tout ça », c'est n'importe quoi, c'est que de la rumeur. Vous êtes des juristes, faites pas attention à ça, vous vous fondez uniquement sur les faits et la réalité, d'accord? Vous n'allez pas vous projeter sur des choses qui n'existent pas. Par contre, ce que vous savez en tant que juriste, c'est qu'il n'y a pas encore de projet de loi. On est simplement au stade embryonnaire de discuter la réforme. D'accord? Donc ça aussi, le propre du juriste, c'est d'être lié à la réalité des faits. D'accord? Et pas d'extrapoler. Très bien. On a des matières de finances publiques qui aussi sont enseignées dans la filière de droit privé. Donc ça, c'est une matière qu'on n'échappe pas, les privatistes, les finances publiques et l'action administrative. Ça aussi, c'est toujours dans la filière de droit privé. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment... Il y a une spécialisation qui va apparaître plus tard, mais on reste sur des matières de tronc commun. Pourquoi? Pour faciliter le passage entre les filières. Donc, si vous avez loupé le coche dans le choix de votre parcours, de votre filière, pardon, pas le parcours, vous pouvez demander à changer. D'où le système de passerelle. OK? Donc, concernant la filière de droit administratif, la spécialisation arrive bien évidemment en S5 et S6 avec des matières qui sont très techniques. Vraiment, c'est pas des matières qui existaient avant dans l'ancien système. Par contre, dans la filière de droit privé, il y a beaucoup de matières qu'on retrouvait dans le tronc commun. Mais là, pour le droit, la filière de droit public, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Et par exemple, la matière intelligence artificielle et administration numérique, ça aussi c'est nouveau. Gouvernance territoriale n'existait pas. Le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme et de l'environnement, c'est pour compenser le fait qu'il n'y ait pas le droit foncier dans la filière de droit public. Mais bon, le droit foncier, ça reste quand même une matière de droit privé. Vous avez gouvernance des services publics, ça aussi. Comptabilité, audit et contrôle des finances, ça aussi c'est nouveau. Donc vraiment, il y a eu un véritable effort sur les matières dans le parcours des études administratives et financières en droit public. Alors, cette filière-là, je trouve qu'ils ont fait... qui a choisi ce parcours-là? Ouais, d'accord, ok. Je trouve que c'est une très belle nouveauté. D'accord? Je suis pas publiciste, mais je trouve qu'il y a vraiment eu un effort pour avoir une filière d'excellence. D'accord? C'est pas une matière c'est pas une filière
qui existait avant. Vous n'avez pas ça parce qu'il y a des matières de spécialité qu'on retrouve que dans des masters spécialisés, genre dans les organisations internationales, la diplomatie, les masters sur les relations internationales. Et ces matières-là, vous les retrouvez déjà en S5 et S6, ce qui est remarquable. Donc, vous avez le droit des organisations internationales, le droit humanitaire, ça aussi c'est une nouveauté, le droit international économique, ça se retrouvait qu'en master, avec la matière du droit du commerce international, règlement des différends internationaux, ça aussi c'est tout ce qui concerne le contentieux des États, que ce soit devant la Cour internationale de justice, devant l'OMC, et également en matière d'arbitrage international quand il y a un État qui est impliqué en matière d'investissement. Donc c'est vraiment pointu. Vraiment, c'est faire de vous peut-être des futurs diplomates. Et je pèse mes mots. Vraiment, je trouve que c'est vraiment la filière qui sort du lot par rapport à la réforme. Les matières de droit, la filière de droit privé, il y a quelques matières qui sont nouvelles, mais ça reste du classique dans le droit privé. Mais pour le droit public, il y a véritablement eu un effort d'innovation et surtout de former des gens qui vont répondre aux nouveaux besoins de l'administration. L'administration a changé. On est dans le système de la gouvernance. On est dans le système de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques dans l'administration. La régularité des comptes, la reddition des comptes. Il faut que les gens qui utilisent l'argent public, ils doivent rendre des comptes. Donc ça, on le retrouve dans la filière qu'on a vue tout à l'heure. Qui a choisi études administratives? D'accord. Ouais. Non, c'est une bonne filière également. Je reviens pour la filière de droit public. Vous avez une matière organisation judiciaire. Très bien. Donc ça, c'est la structure de l'organisation judiciaire des tribunaux au Maroc. Vous avez aussi la matière droit processuel. Donc, pour éviter que les élèves de droit public ne perdent en matière de procédure, on leur a créé cette matière droit processuel où vous allez avoir à la fois le droit de la procédure civile, le droit pénal et aussi tout ce qui concerne l'arbitrage. Vous savez c'est quoi l'arbitrage? Non? Donc il y a les... Pardon? Oui. Oui? Tahkim. Non. Oui? Tahkim c'est... Je t'écoute. C'est pas celui-là? Non? Alors, Tahkim, c'est l'arbitrage. Ça veut dire qu'il y a des personnes privées ou l'État, parfois, quand ils ont un problème, ils ont un litige, ils font pas appel aux juridictions étatiques, ça veut dire les tribunaux, et ils vont devant des centres d'arbitrage. D'accord? Exactement. Il y a l'arbitrage international. Très bien. Vous avez... en général, l'arbitrage international, c'est celui qui est le plus développé parce que quand il y a un contentieux international, après, il faut chercher quelle est la juridiction compétente et les entreprises déjà dans le contrat, pour éviter toutes ces difficultés, choisissent l'arbitrage. Aussi, l'arbitrage, c'est parce que c'est un mode de résolution des litiges qui est différent, plus rapide, qui respecte la confidentialité des parties. Ancien? Oui, je vais parler d'eux. Oui, tu peux accéder, tu peux demander à rentrer dans... Non, tu peux rentrer directement, tu peux aller les voir et leur dire, moi je veux rentrer dans ces filières-là. Est-ce que vous aviez vu ce détail des matières ou pas? Ouais, vous l'avez vu. Mais c'est pour ça que je le remontre aux étudiants pour leur dire, vos choix ne sont pas définitifs, c'est pas la peine de stresser en disant, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je dois revenir et tout. À la fin de l'année, vous pouvez faire un bilan et vous dire, ça me convient, ça me convient pas. Aussi, ce qui est important quand on fait des études supérieures, c'est de quoi? Il faut s'écouter, il faut savoir dans quoi on est bon, des choses qu'on n'aime pas. Moi, je me rappelle, je n'aimais pas le droit administratif, c'était indigeste. D'accord? Et surtout quand c'était en France,
fallait apprendre la jurisprudence du Conseil d'État. C'est une matière qui n'était pas facile. Les enseignantes de droit administratif, c'était brillant, mais c'était pas mon truc. Mais voilà, je savais dès le début que j'allais pas faire du droit administratif. Je l'ai senti dès le début. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vous écouter. Vous voyez que vous n'arrivez pas. C'est pas que vous n'arrivez pas avec une matière, c'est que ça veut pas. C'est l'impression que c'est comme si vous mangez quelque chose et ça passe pas. D'accord? Je veux dire, vous la mettez dans la catégorie des matières indigestes. Ce qui est le problème quand c'est indigeste, c'est que tu l'as déjà mangé, mais que ça passe pas. Mais il faut le manger quand même. Et vous allez avoir des matières. Je vous dis pas, il faut être bon dans toutes les matières. D'accord? Oui, c'est l'idéal, ce serait ça. Mais il y a des matières où on n'arrive pas. Est-ce que ça vient de l'enseignant? Est-ce que ça vient du cours? Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs. Mais vous avez la possibilité de changer de filière. Et puis également, quand vous arrivez en S4, s'il y a des matières qui vous ont... je ne sais pas, par exemple, vous avez fait filière droit public, mais vous avez choisi études administratives. Et quand vous avez étudié les relations internationales, vous vous dites « Waouh, c'est trop bien et tout », eh bien, vous pouvez revenir choisir le parcours études politiques et internationales. Pareil pour les filières de droit privé. Si vous avez choisi les métiers du droit et de la justice et vous êtes dit « Waouh, c'est trop bien le droit commercial, je veux faire du droit des affaires », vous avez la possibilité de changer, vu que vous n'avez pas encore commencé. Ça commence qu'à partir de S5. Donc les choix, c'est pas figé. Okay. Le tout, c'est de se former et bien se former. Je pense qu'avec ces nouvelles filières, on va rendre nos étudiants plus exportables, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que le Maroc s'est distingué en formant de bons ingénieurs. Les Marocains sont brillants, ils intègrent les grandes écoles d'ingénieurs. Là, avec ces nouvelles filières en droit, je peux dire qu'on est apte à exporter de très bons juristes à l'étranger. Mais si on veut qu'ils restent ici, mais ils peuvent se former à l'étranger et revenir. On a besoin d'eux et surtout, c'est vraiment des formations, c'est vraiment qui entrent dans le temps. On a besoin d'avoir des gens qui sont formés aux nouvelles technologies, d'où les digital skills, aussi les soft skills comme la méthodologie. C'est un truc que vous allez en avoir besoin toute votre vie, de la première année jusqu'au doctorat. Concernant les cultures et art skills, ça aussi, c'est que vous soyez dans la filière droit public ou droit privé, vous allez avoir ces matières-là qui n'ont rien à voir avec votre spécialisation en droit. Oui. C'est l'histoire, l'art et le patrimoine du Maroc. Vous allez me dire, mais pourquoi une matière comme ça a été introduite dans une filière de droit? Il faut donner aux étudiants une culture. Vous êtes des juristes, vous allez être cultivés parce que vous allez lire des choses, vous avez un cours aussi qui est exceptionnel, c'est l'introduction à la sociologie du droit. Vous l'avez cette matière-là? C'est qui fait cette matière-là? C'est les privatistes. D'accord? Alors pourquoi les publicistes, ils l'ont pas? Ah ouais! Ouais, ils l'ont pas. Ils ont à la place d'introduction à l'économie et la gestion. En fait, tout le monde avant, dans l'ancien système, on avait tous l'introduction à l'économie. Et là, il n'y a plus. C'était facile, hein, pour certains, c'était un QCM. Ils apprenaient les questions. Et il y avait cette rumeur qui disait la prof, elle met les questions dans le désordre. Il faut juste apprendre les questions. Bon, c'était facile, mais bon. L'introduction à la sociologie du droit, donc c'est vraiment une nouveauté. Ça va vous permettre de réfléchir, d'apprendre des concepts, de comprendre pourquoi la règle de droit elle est faite, que la règle de droit elle s'inscrit dans les besoins de la société, que les individus passent un contrat social avec l'État. C'est qui dit ça? Le contrat social? Rousseau. Vous n'avez pas vu ça au bac? Non. Alors, Montesquieu, la séparation des pouvoirs.
Ça aussi, c'est de la culture. Il faut être cultivé quand on est juriste. Il faut être cultivé. T'es pas à l'abri que quelqu'un un jour il te pose une question. C'est bien beau d'être juriste et tout ça, mais il faut avoir un bagage intellectuel à côté. Donc voilà pour la filière de droit public. On va passer à la filière de droit privé. Il y a 2 parcours, les métiers du droit de la justice et droit des affaires et financiers. Qui a choisi droit des affaires? Waouh, tout le monde veut être juriste d'affaires, avocat d'affaires. Très bien. Inch'Allah. Qui a choisi les métiers du droit et de la justice? Ok. Alors, votre choix, il s'est fait par rapport à quoi? Par rapport aux matières entre le S5 et S6 ou c'est juste par rapport à l'intitulé ou... Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi les métiers du droit de la justice et pas le droit des affaires? Pardon? C'est l'intitulé? Comme ça? D'accord. Donc, c'est surtout l'intitulé. Donc, on ne revient pas sur le S5 du S1 au S4. Les matières sont communes. Par contre, on va arriver sur le cours, sur le semestre 5 et 6. Et on va voir que les cours sont presque... Il y a des modules qui sont communs aux 2 filières. Aux 2 parcours, pardon. 2 parcours. Alors, les métiers du droit et de la justice, vous avez S5, vous avez du DIP, droit international privé. Donc, ça, c'est pas une matière qui est enseignée dans les filières de droit public. Le droit public, ils ont le droit international public. Les droits réels, donc ça, c'est tout ce qui est garantie, sûreté et tout ça. Matière nouvelle, les métiers des professionnels du droit et de la justice. Matière qui n'existait pas, d'accord. Il faut donner aux étudiants envie d'intégrer d'autres corps de métier. En règle générale, si vous avez choisi métier du droit de la justice, c'est que vous avez une conception binaire. Avocat ou juge. C'est vrai? C'est toujours pareil. Je me rappelle, en première année, toutes les filles voulaient devenir juges. D'accord? Les garçons, ils voulaient tous devenir des avocats d'affaires. Je ne sais pas pourquoi il y avait cette répartition bizarre, mais c'était ça. Et ça n'a pas changé au fur et à mesure des années. Tu retrouves toujours la même répartition, avocat, juge. Alors, là, il y a d'autres métiers qui également appartiennent au... donc, il y a d'autres métiers. Vous avez les métiers des professionnels. Donc, les métiers, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les métiers comme les notaires. Ça aussi, on va le voir. Les huissiers de justice. C'est quoi un huissier de justice? Oui, il confisque les biens. Il donne des stidak et c'est lui qui l'apporte. C'est qui? Exactement, c'est bien lui. Qui encore? Il y a les notaires. Il y a les huissiers. L'adol. En règle générale, l'adol ne fait pas du droit. Si, ils font du droit en langue arabe, ou là, sinon, ils font quoi? Oui, sharia, c'est exactement, c'est eux. C'est eux. Mais ils peuvent également, ils peuvent provenir de la faculté de droit. C'est tout à fait possible. Ok, l'adol. Qui encore? Les magistrats, à part les magistrats et les avocats. Oui, tu peux travailler. Ceux qui travaillent au niveau de l'administration du Parlement, les parlementaires, ils n'ont pas cette obligation d'être des juristes. En règle générale, c'est pas des juristes. Mais les gens qui travaillent au sein du Parlement, c'est des juristes. Parce qu'ils connaissent le droit constitutionnel, le droit parlementaire. Donc, c'est le cours qui est prévu dans la filière études administratives. Donc, il y a il faut être aguerri. Qu'est-ce que vous avez encore? Qu'est-ce qu'il y a encore comme métier? Comme? Oui? Pardon? Oh. Color créé.
Oui, alors c'est lesquels? Il y a les métiers du droit et de la justice. Métier du droit, il y a le droit, il y a toute la partie paralégale. Donc, vous avez les juristes d'entreprise, vous avez les gestionnaires sinistres qui travaillent dans les assurances. Oui. Le RAID, il y a beaucoup de... Alors, j'ai beaucoup d'étudiants ils ont fait l'école des cadres, ils ont réussi le concours. Commissaire de police, inspecteur de police. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont obtenu leur master qui ont été acceptés à l'Institut royal de police. Il y en a qui ont été acceptés à l'école des cadres pour devenir RAID, agent d'autorité. Vous avez les inspecteurs de police également. Vous avez aussi ceux qui rentrent à l'Institut régional de l'administration territoriale. Vous avez énormément de métiers qui passent par le droit. Les concours des ministères des Finances, ministère de l'Intérieur. Les ministères de l'Intérieur, ils mettent des fois juriste droit privé, droit des affaires, master en droit. Il y a tout type. Là, j'ai vu ministère de l'Intérieur, non, ministère des Affaires étrangères. Ils ont demandé un certain nombre de juristes. D'accord? Donc, avec le droit, vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez faire la fonction publique, la fonction territoriale, vous pouvez travailler dans les entreprises. Les juristes, ils sont très appréciés par les entreprises. Vous pouvez même dans les assurances, vous pouvez commencer à travailler dans les assurances parce que les juristes, ils sont aguerris. Vous avez des juristes qui vont travailler sur le contrat, vous avez des juristes qui vont travailler sur le contentieux. D'accord? Donc, il y a énormément de métiers du droit et de la justice. Vous n'êtes pas limité à soit avocat, soit juge. Matière aussi qui est importante, c'est le droit du numérique et de l'intelligence artificielle, qu'on retrouve également dans le parcours du droit financier et des affaires. Matière nouvelle qui n'existait pas avant, qui anticipe les problèmes qui peuvent apparaître du fait de l'utilisation du numérique, qui existe déjà, et tout ce qui est lié, par exemple, à l'intelligence artificielle. Vous avez la responsabilité civile, ça c'est une matière classique. Elle arrive en S5 parce qu'elle boucle en fait le bloc droit des obligations. Donc vous avez la théorie générale des obligations, vous avez le droit des contrats et ensuite vous avez la responsabilité civile. En S6, vous avez beaucoup de procédures. Vu que c'est les métiers de la justice, ils sont très orientés procédures. C'est quoi la procédure? C'est la démarche devant les tribunaux en fonction de la matière. Donc, la procédure civile, c'est pour le contentieux civil de droit commun. La procédure pénale, c'est la procédure devant le juge, voilà, le juge pénal, exactement. La matière succession et droits patrimoniaux, donc ça c'est tout ce qui concerne l'héritage et les droits patrimoniaux des individus. Même d'alternatives de règlement des conflits, donc ça c'est l'arbitrage, la médiation, la conciliation. Donc on est dans la procédure, dans les métiers du droit et de la justice, mais là on fait sortir cette matière de la justice pour la donner au mode alternatif de règlement des différends. Matière nouvelle également. Vous avez la pratique de la plaidoirie. Plaider, c'est l'art de parler, être un orateur. Les avocats, ils ont l'avantage de quoi? Oui. De défendre des idées, d'avoir une argumentation. Donc ça aussi, ça achève aussi le cours qu'on a de méthodologie parce que je vais vous donner des techniques d'argumentation. Comment je fais pour argumenter? Comment je fais pour défendre des idées? Parce que, pardon? La motivation? Oui, il faut toujours motiver. Vous avez la motivation dans les conclusions, vous avez la motivation des décisions des juges. Donc ça aussi, c'est différent de la motivation du vocabulaire, du langage commun quand on dit « oui, je suis motivé ».
Non, en droit, la motivation, c'est justifier pourquoi vous avez pris cette décision. Ensuite, vous avez les matières aussi que j'ai pas évoquées tout à l'heure, culture digitale et informatique. Donc ça aussi, ça va être des enseignants qui seront spécialisés dans le domaine. Vous allez également avoir des matières type développement personnel. Donc ça aussi, ça participe à donner une meilleure confiance en soi pour les étudiants, qui puissent partir sur le S5 avec des compétences autres que ce qu'il y a dans les matières de droit. Et dernière matière en S6, droit, civisme et citoyenneté. Pareil, c'est un nouvel enseignement qui est entre le droit, les libertés individuelles. Donc, c'est un peu la matière droit de l'homme et liberté publique qu'on retrouve d'une autre manière, sous une autre forme, où on demande à chaque étudiant d'être un citoyen. Donc, ça veut dire de s'impliquer dans la vie de l'université, dans la vie de tous les jours, d'accord? Être un bon citoyen, c'est quoi? Non? C'est quoi être un bon citoyen? Hein? Respecter la loi, respecter les règles de droit. Ça aussi, vous allez voir aussi dans les techniques d'apprentissage. On va travailler sur la notion de comment on appelle ça? Que le juge, en fait, il crée une sorte de fiction. Vous savez, quand le juge, il dit « celui-là, il s'est mal comporté », et ben en fait, dans sa tête, il va créer l'image d'une personne normale qui va s'imaginer qui serait dans les mêmes conditions que lui et comment il aurait agi. Et le juge fonctionne sur des fictions, des modèles qu'il crée dans sa tête. Et ce modèle-là, on l'appelle le bon père de famille. D'accord? Le bon père de famille, c'est celui qui prend les meilleures décisions, celui qui respecte les règles de droit, celui qui a un comportement qu'on appelle raisonnable. Et le juriste, il est toujours dans la comparaison et dans la création de fiction. Donc c'est ce qui fait aussi que le juriste, en fait, il se pose des modèles fictionnels pour déterminer si le comportement de quelqu'un est bon ou pas. Donc ça aussi, on va le voir dans la partie sur les techniques. Alors, on passe métier du droit financier et des affaires. Donc, vous avez vu, en partir de S5, S6, des matières qui sont tournées vers le droit des affaires. Donc, le droit des entreprises en difficulté, ça concerne les entreprises qui sont en faillite. On ne dit plus le terme de faillite. Avant, on parlait de procédure collective. Donc, c'est la liquidation, c'est le redressement. Donc, c'est une matière qui est propre au droit des affaires. Les instruments de paiement et de crédit. Donc, les entreprises, ils ont des moyens de paiement qui sont différents. On retrouve la même matière, droit du numérique et intelligence artificielle. Par contre, droit des assurances, c'est pas uniquement le droit des affaires. Alors, ils auraient pu insérer cette matière également dans le bloc des métiers du droit et de la justice, puisque le droit des assurances, c'est une matière quand même qui est essentielle. Pareil, on retrouve la procédure civile, pas de procédure pénale, puisque c'est des affairistes. Droit bancaire, donc à la rigueur, j'aurais préféré faire droit bancaire en premier et après instrument de paiement. Droit de la concurrence, c'est quoi? Ouais, la concurrence. Qu'est-ce qu'il y a au Maroc? Qui surveille la concurrence? Le Conseil de la concurrence. Exactement, la protection du consommateur. Pour garantir la protection du consommateur, il faut une concurrence entre les entreprises et il ne faut pas que les entreprises fassent des ententes, il ne faut pas qu'il y ait des entreprises qui aient des pratiques qui vont permettre à la disparition des concurrents et puis après il va se retrouver tout seul sur le marché. Quand il va se retrouver tout seul sur le marché, il sera en situation de monopole. Donc il y a la lutte contre les monopoles, les cartels, les concentrations. Quand une entreprise commence à racheter tous ses concurrents, donc au fur et à mesure, elle va devenir trop grande. Et puis quand elle va devenir trop grande, elle sera en situation de monopole. Et c'est un risque pour les consommateurs. Vous avez également les principes de la finance d'entreprise. Donc ça aussi, matière qui est nouvelle.
on a une matière qui arrive en fin de parcours, comme l'audit et la comptabilité pour les entreprises publiques. Là, pour le privé, on a les principes de la finance d'entreprise. Donc voilà pour la filière de droit des affaires. Ok, donc on a vu toutes les filières. On a vu les parcours qui composaient ces filières. On va terminer sur l'organigramme de l'université. Savoir qui est aussi important que de connaître les filières. Au sommet de la hiérarchie, qui est le responsable dans la faculté des sciences juridiques et politiques? C'est le doyen. D'accord? Donc le doyen, il a des prérogatives. C'est lui qui prend toutes les décisions stratégiques pour le bon fonctionnement de la faculté. Le doyen, il est assisté par des vice-doyens. D'accord? Donc il y a un vice-doyen qui est en charge des affaires académiques, donc qui concerne toutes les affaires pédagogiques. Donc, si vous avez un problème au niveau de la notation, si vous avez un problème dans des matières, si vous avez un problème quant à l'accès d'un cours, donc c'est de la compétence du vice-doyen en charge des affaires des affaires académiques. Si vous voulez faire un transfert, si vous voulez quitter la fac pour aller dans une autre université, donc ça relève de sa responsabilité. De l'autre côté, vous avez le vice-doyen en charge de la recherche et de la coopération. Donc ce vice-doyen, lui, il va travailler sur la coopération, sur le rayonnement de la faculté en dehors de l'université, donc au niveau national, mais aussi au niveau international. Il va essayer de signer des accords, des conventions, très bien, avec d'autres universités pour permettre des échanges d'étudiants, des partenariats, la mobilité des professeurs. Donc ces professeurs pourront aller par exemple à l'étranger pour enseigner ou inviter des professeurs étrangers. Le vice-doyen en charge de la coopération va également organiser des événements scientifiques au niveau de la faculté. Donc parfois à l'université, vous allez avoir des colloques, des journées d'études, des séminaires ou des événements qui sont soit des colloques internes nationaux ou des colloques internationaux. Vous allez avoir d'autres professeurs qui viennent d'autres pays et qui vont travailler sur un thème particulier, qui vont présenter leur travail de recherche. Donc ça aussi, c'est un moyen pour vous, étudiants, de vous impliquer dans la vie de l'université et plus précisément dans la vie de la faculté. Donc en général, quand il y a un colloque, les étudiants participent à l'organisation du colloque. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu un colloque de l'université, non? Non, donc des fois il y a des colloques et c'est les étudiants qui aident les professeurs à organiser ce colloque. Au niveau de la recherche aussi, il faut savoir que la faculté de droit compte 2 laboratoires de recherche. Bien évidemment, un laboratoire qui est tourné vers le droit privé et un autre vers le droit public. Et ça, de manière indifférenciée, que ce soit des professeurs qui enseignent en langue française ou en langue arabe. Donc, il y a 2 laboratoires, un de droit privé, un qui s'appelle le laboratoire d'études des sciences juridiques et judiciaires, et l'autre qui est lié au droit public. Ensuite, vous avez 2 départements. Vous avez 2 départements. Ah oui, pardon. Il y a eu un 3e vice-doyen qui a été nommé, qui est le vice-doyen en charge du centre d'excellence. D'accord? Donc ça, c'est nouveau. J'ai pas eu le temps de le mettre. Donc, comme ça date de la semaine dernière. Donc, le vice-doyen en charge du parcours d'excellence, comme son nom l'indique, il est en charge de la licence d'excellence. Il faut savoir que cette année, il n'y a qu'une seule licence d'excellence. Il n'y en a qu'une seule qui va ouvrir. Mais à l'avenir, il y aurait 3 licences. Il y en aurait une licence d'excellence. Il y en a 3 en langue arabe et une en langue française. Celle qui est en langue française, je crois qu'elle va s'intituler Gouvernance des affaires ou un truc comme ça.
ou administration des affaires, je sais pas, ce que j'ai entendu. Mais sinon, il y a une licence d'excellence en tout ce qui concerne les métiers de la sûreté, de la sécurité, et un autre parcours qui concerne tout ce qui est gouvernance. D'accord ? Je suis pas encore au courant, je sais pas encore comment ça se passe, c'est encore flou le système de l'excellence, mais on aura des informations au cours de l'année où ça vous concerne pas encore, puisque vous êtes que en S1, mais plus tard, quand vous arriverez en S5, il y aura la création d'une filière d'excellence pour les francisants. On a 2 départements, un département de droit en langue arabe et un département de droit en langue française. Donc les professeurs que vous avez en langue française, ils sont rattachés au département de droit en langue française. Ok, donc chaque enseignant est rattaché à un département, et il est rattaché à un département et il est rattaché à un laboratoire de recherche. Donc un enseignant chercheur enseigne, mais également à côté, il fait de la recherche. Il doit faire de la recherche. Donc il rédige des articles, il intervient dans des colloques, il fait des publications, il rédige des livres, il rédige des sites internet, il rédige du contenu, et il doit être créateur de contenu juridique pour ses étudiants, et puis aussi pour participer à la communauté des chercheurs ou des enseignants-chercheurs en droit au Maroc.